Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi d'être en votre compagnie en ce début du mois d'août. Nous ferons un point sur les travaux qui se déroulent cet été, notamment pour les immeubles qui font partie du plan de logement des Monégasques, ainsi que les travaux de voirie effectués souvent l'été, au moment où la circulation est moins dense. Avec nous pour en parler, le conseiller interministériel pour le cadre de vie, Albert Croesi. Nous en profiterons pour aller sur un chantier en cours, celui de la Villa Lucia, où les constructeurs ont rencontré le voisinage pour une réunion d'information. Alors que nous débutons le mois d'août, qu'en est-il de la fréquentation touristique de juillet? Vous allez le voir, les chiffres sont plutôt bons. Est-ce les mêmes touristes que l'année dernière? D'où viennent-ils? Quelles sont les perspectives d'avenir? Nous recevrons Sandrine Camia de la direction du tourisme et des congrès. Elle répondra à toutes ces questions. Suite et fin de notre série de reportages consacrés aux Jeux Olympiques. Vous découvrirez les conditions sur place suite à cette bulle sanitaire mise en place. Une bulle sanitaire, il y en a eu une également ce samedi du côté du Port Hercule avec le premier feu d'artifice tiré depuis 20 mois. Nous vous ferons découvrir dans un reportage les différentes animations proposées sur ce quai autour de ce spectacle pyromélodique. Et enfin, retour sur l'avant-dernier concert dans la cour d'honneur du Palais Princier. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a retrouvé son directeur artistique et musical, Kazuki Yamada. Une soirée avec comme ambiance le feeling japonais. Mais avant cela, comme je vous l'ai dit, retrouvons notre premier invité, Albert Croesi. Bonsoir. Bonsoir Fabien. On va parler des chantiers en principauté. Déjà, premier point, qu'en est-il des déménagements concernant les jardins d'Apolline, Hélios et puis même le Bel Air? La résidence Hélios est terminée depuis 2 mois maintenant. L'ensemble des résidents sont rentrés chez eux. Ils ont retrouvé leur appartement. La résidence d'Apolline, en revanche, on va terminer les retours ce vendredi 6 août, et ça sera terminé de l'opération Apolline. Et le Bel Air est vide. Le Bel Air est totalement vide. Maintenant, il est entre les mains de la direction des travaux publics qui va envisager la suite avec le commencement du chantier. Bien entendu, cet immeuble qui rentre dans le plan national pour le logement des Monégasques mérite une attention toute particulière des TP, et c'est le cas. Ils sont en pleines études et ça marche bien. Et parmi les chantiers importants qui rentrent également dans le cadre des logements domaniaux, il y a le projet UIDA. Où en est-on? Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est un projet très important où il y a encore pas mal de travail, malgré tout, mais on sait tous que ce IDA, la livraison de IDA est capitale et primordiale, puisque nous sommes quand même un petit peu courts en termes d'appartements disponibles pour les attributions de 2021 et de 2022. Tout le monde compte sur la livraison de cet immeuble le plus vite possible pour donner un petit peu d'air. Ce chantier crée certaines nuisances, on le sait, aux résidents de la rue Platy, c'est vrai, malgré le fait qu'on a changé les fenêtres pour les rendre un petit peu de meilleure qualité en termes d'acoustique. Donc les gens se disent assez satisfaits, les bruits sont atténués, mais ceci dit, il y en a encore beaucoup. De plus, ce chantier, avouons-le, va continuer durant tout le mois d'août. Il ne faut pas oublier l'épisode Covid-19. Beaucoup d'entreprises et de chantiers ont été un petit peu retardés, mais nous voulons quand même, malgré tout, tenir les délais. On vient de le dire, c'est d'une importance capitale. Donc voilà, j'ai un petit peu le regret, mais il faut le dire, il faut l'avouer aux résidents. Ce chantier de IDA va continuer au mois d'août dans les mêmes conditions, avec les mêmes horaires que ce qui se passe en temps normal. Et que pouvez-vous nous dire des autres travaux qui vont se dérouler cet été? Parce qu'à partir du mois d'août, logiquement, c'est l'arrêt des travaux. Oui, ben ça ne sera pas malheureusement cette année, mais pour les mêmes raisons que l'on connaît. Covid est passé par là, il faut en tenir compte. Il y a des opérations d'intérêt public, il y a des opérations qui rentrent dans le plan national pour le logement des Monégasques, qu'il faut continuer parce qu'il faut rattraper les retards, ou en tout cas ne pas en accumuler. Alors, l'immense majorité des chantiers qui vont continuer sont des chantiers donc pour le plan national, avec des restrictions horaires qui seront de 9 h du matin à 18 h, pas plus tard et puis pas plus tôt non plus. Il faut continuer les travaux, rattraper les retards et ne pas en accumuler, puisque ces opérations sont d'importance capitale pour la principauté de Monaco. En règle générale, on profite souvent de l'été pour des travaux de voirie. Ça va être le cas cette année aussi? Eh oui, c'est le cas, mais bon, je pense qu'au mois d'août, il y a moins de fréquentation, les usines sont fermées, beaucoup de bureaux sont fermés, donc le gouvernement a pensé effectivement mettre à profit ce mois d'août pour faire des travaux de voirie qui sont assez importants à réaliser, en espérant qu'il n'y ait pas trop de nuisances. Et dans tous les cas, ces chantiers de voirie seront du matin 8h30, 9h jusqu'à 18h également. Certains tunnels seront fermés la nuit. Nous espérons en revanche qu'au mois de septembre, lorsqu'il y aura la rentrée des classes, lorsque les bureaux vont reprendre, que les travaux de voirie seront pratiquement terminés, ou en tout cas bien allégés.
Albert Croisi, merci pour ce point travaux estival. Je vous remercie Fabien, ce n'est pas toujours de bonnes nouvelles, mais bon, il faut comprendre que c'est capital pour la principauté de Monaco et je compte beaucoup sur la compréhension des usagers, des résidents, pour qu'on ne soit pas trop tiraillé de tous les côtés en disant il faut que ça cesse, parce que non, il ne faut pas que ça cesse, malheureusement il faut continuer et j'appelle à la compréhension et à la patience. Et je vous remercie. Merci à vous. Et parmi les constructions en cours en principauté, la Villa Lucia, proche de la gare, elle a été détruite pour laisser place à un immeuble. Une réunion entre constructeurs et voisinage a été organisée. Reportage. D'ici mai 2025, 14 étages d'un immeuble devraient sortir de terre, juste à côté du pont Sainte-Dévote, tout proche de la gare. Cet édifice s'appellera, comme les anciennes habitations, Villa Lucia, un immeuble résidentiel de standing, avec un appartement par étage, plus un quadruplex avec piscine sur les derniers étages. Le constructeur et l'architecte ont convié les riverains pour une réunion d'information afin de répondre à leurs inquiétudes. On est principalement impacté, puisqu'on habite au premier étage à Impasse des Carrières. Et quelles sont vos inquiétudes? C'est un vieil immeuble qui a été construit par mon grand-père. Et bien entendu, avec les fondations et tout, on a peur d'avoir des conséquences. C'était une réunion là pour informer les riverains, les voisins. On a entendu leurs inquiétudes. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Nous sommes une entreprise reconnue. On a de l'expérience, c'est notre métier. Donc ce que je voudrais répondre, c'est qu'on mettra les moyens nécessaires de manière à ce qu'il y ait le minimum de nuisances. Il va falloir qu'on apprenne à vivre ensemble, à s'écouter les uns les autres, à respecter les attentes de chacun. Donc je voudrais simplement insister sur le fait qu'on mettra tous les moyens nécessaires de manière à ce que les gens puissent vivre correctement et qu'on puisse travailler. En ce qui concerne l'échéancier, la démolition de l'ancien édifice a déjà eu lieu. Le soutènement et le terrassement s'achèvera dans plus d'un an, en septembre 2022. S'ensuivra alors les travaux de grosses œuvres, de façade et d'aménagement pendant 3 ans pour une livraison des appartements prévue en mai 2025. Nous retrouvons Julia pour un premier point sur l'actualité de ce lundi 2 août avec pour commencer, et on en a parlé avec notre premier invité, une information utile pour les automobilistes concernant la voirie. Bonsoir Fabien, bonsoir à toutes et à tous. En raison de travaux, l'accès au quartier de Fontvieille via le tunnel et l'avenue de Fontvieille sera fermé de jour et de nuit du 1er au 31 août. Organisez-vous donc pour éviter ce secteur, à savoir que le sens montant sera lui maintenu. Si vous revenez de vacances et au vu de l'explosion des cas de Covid, notamment en France, en fonction des régions, il faut se montrer très prudent pour éviter de provoquer une hausse de contamination. Fabien, il est fortement recommandé d'aller se faire tester pour éviter toute propagation du virus dans la principauté. Cette disposition permet de contrôler l'épidémie malgré les nombreux mouvements de population qui ont lieu pendant les grandes vacances. Alors, si vous faites partie des juilletistes et que vous revenez fraîchement dans ces jours, allez vite vous faire dépister pour savoir si vous êtes porteur ou non de la Covid-19. Merci Julien, on vous retrouve un peu plus tard pour la suite de l'actualité en bref. Nous sommes le 2 août. En termes de fréquentation touristique, est-ce que le mois de juillet a été bon? Pour le savoir, nous sommes avec Sandrine Camia de la Direction du Tourisme et des Congrès. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Les touristes étaient présents au mois de juillet. Quel constat vous pouvez faire? Alors écoutez, les résultats de juillet sont positifs. On enregistre un taux d'occupation qui avoisine les 70% sur l'ensemble du parc hôtelier. Ce qui, à titre de comparaison, est quand même bien mieux que l'année dernière, puisqu'en juillet 2020, nous avions enregistré un taux d'occupation général de 39%. Ah oui, on passe de 39% à 70%. Surtout qu'en plus, le 100%, je crois que dans les hôtels, c'est pas possible avec la crise sanitaire. Ah non, avec la crise sanitaire, c'est un objectif qui est difficile à atteindre. Toutefois, les hôtels, en fait, sont bien évidemment très attentifs à l'occupation de leurs chambres, mais ils sont aussi très attentifs au prix moyen auquel ils vendent ces mêmes chambres. Et là aussi, on constate une augmentation sur l'ensemble du parc, avec des résultats plus ou moins contrastés selon si ce sont des hôtels 3, 4 ou 5 étoiles. Mais dans l'ensemble, les hôtels ont augmenté leurs tarifs et c'est un excellent signe dans le contexte actuel. C'est-à-dire que la clientèle est plutôt haut de gamme, moyen de gamme. Comment elle est cette clientèle? On peut dire qu'on a à capter une clientèle plus fortunée. Les produits d'exception dans nos palaces se sont bien vendus. Et d'une manière générale, oui, on est plutôt sur une clientèle haut de gamme cet été.
Et d'où vient-elle? Est-ce que cette clientèle est plutôt européenne, complètement internationale? Que peut-on dire des nationalités? Alors, la tendance, c'est que la grande majorité de nos clients viennent d'Europe, en particulier la France, l'Italie, la Suisse et la Belgique. Les phénomènes qu'on enregistre cette année et qui sont vraiment très différents de l'été dernier, c'est que les Américains sont de retour, ainsi que la clientèle du Moyen-Orient. Et ce sont des touristes qui avaient prévu de venir à Monaco depuis longtemps, ou alors ils s'y sont pris au dernier moment en attendant l'évolution de la crise sanitaire? Non, clairement, l'ensemble des hôtels nous disent avoir des réservations de dernière minute. On est sur un délai très court. Ils se sont d'ailleurs très bien adaptés à cette nouvelle tendance, puisque eux-mêmes ont instauré des conditions de réservation plus flexibles, ce qui permet aux clients de pouvoir réserver même en dernière minute. Et quelles sont les actions de la direction du tourisme et des congrès pour faire venir justement les touristes à Monaco? Qu'est-ce que vous avez fait? La direction du tourisme et des congrès est restée très mobilisée avec ses bureaux de promotion. Nous avons souhaité continuer à être actifs et visibles auprès des professionnels du tourisme, mais aussi auprès des clients directs. On a multiplié les initiatives, alors surtout auprès des marchés qui étaient susceptibles de voyager, donc surtout l'Europe et les États-Unis. On a relancé une campagne au début du mois de juin qui s'intitule « Monaco for you, enfin ». Qu'on a déployé sur des chaînes de télévision, dans des magazines professionnels, dans des magazines de voyage. Et cette campagne semble avoir eu ses effets. Quelles sont les perspectives d'avenir pour la fin de l'été, pour le mois d'août et peut-être pour le mois de septembre? Alors oui, on est à court terme, puisque comme je vous le disais, on manque souvent de visibilité. Le mois d'août semble s'inscrire dans les mêmes perspectives que juillet, avec là aussi des prévisionnels un petit peu contrastés selon les établissements. Nous avions été particulièrement affectés l'année dernière par un renforcement des fermetures continentales avec un certain nombre de pays après la deuxième quinzaine d'août. On espère qu'il en sera différemment au mois d'août. Pour septembre, la satisfaction, en espérant que ces tendances soient maintenues, c'est de voir le retour du tourisme d'affaires, avec 3 grands événements. C'est justement le tourisme qui a été peut-être le plus touché pendant toute la crise sanitaire. Ça a été notamment les congrès, enfin ce tourisme d'affaires dont vous parlez là. Il est clairement en pause depuis 18 mois. Et au mois de septembre, nous attendons donc le Congrès mondial de l'anti-âge, le Monaco Yacht Show et Luxpack, qui sont des congrès installés et les organisateurs ont tenu à reporter leur événement et à revenir en principauté pour cette édition 2021 qui, on l'espère, va se dérouler dans les meilleures conditions. Voilà, en résumé, le retour du tourisme d'affaires et puis un chiffre important, 70% de remplissage pour les hôtels contre 39% l'année dernière. Sandrine Camia, merci pour votre éclairage. Merci à vous, Fabien. Nous allons pour la dernière fois à Tokyo avec vous, Émilie Rousseau. Nous attaquons la 2e semaine des Jeux Olympiques de Tokyo. Vous avez pu suivre sur notre chaîne les résultats des 6 monégasques engagés. La compétition est terminée pour la principauté. Des monégasques qui, comme l'ensemble des délégations de tous les pays, ont dû respecter d'importantes mesures sanitaires qui ont été prises au Japon. Effectivement, la Covid-19 qui avait obligé les organisateurs de repousser ces Jeux d'une année reste tout de même au centre des discussions, même si l'événement permet de penser à autre chose. Alors concrètement, quelles sont les mesures mises en place ici ? Comment les athlètes le vivent? Élément de réponse dans ce reportage. Le rituel est le même chaque jour. Désinfection des mains, prise de température et tests salivaires obligatoires. Voilà le quotidien des athlètes au sein du village olympique depuis leur arrivée au pays du soleil levant. Des précautions d'autant plus importantes à respecter car la situation épidémique se dégrade dans la capitale japonaise. Si des records sont réalisés dans les enceintes sportives, malheureusement, le pays, lui, bat des records de contamination. Le gouvernement a annoncé hier la prolongation de l'état d'urgence à Tokyo. De son côté, le comité international olympique se veut rassurant. Les mesures seraient efficaces. Vendredi, 27 nouveaux cas chez les personnes accréditées étaient recensés, dont le double champion du monde de saut à la perche, Sam Kendricks. Prudence et vigilance sont donc de mise. Je me suis jamais autant lavé les mains, je pense. Il y a tout le monde qui est un peu tendu, forcément. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup moins d'échanges entre les nations différentes. On essaie tous de rester un poil distant parce que
on sait que si on est testé positif, c'est la fin, quoi. J'ai eu la chance de participer à des jeux qui étaient beaucoup plus festifs, beaucoup plus libres. On peut comprendre que compte tenu de la situation internationale et ce que nous vivons avec la pandémie, les choses se soient un petit peu verrouillées. C'est clairement plus compliqué. Malgré tout, le village est un espace de liberté quand même suffisant, je pense, pour pouvoir aborder sereinement les compétitions, pour pouvoir côtoyer des athlètes de renom, professionnels, amateurs, de toute nationalité, de toute couleur, hommes, femmes. Donc je pense qu'effectivement c'est une chance que ces athlètes peuvent vivre au quotidien en étant au village. Si au village et sur les sites de compétition, les consignes sont régulièrement affichées, elles sont aussi rappelées par le staff médical. Il est vrai que les règles sanitaires sont assez strictes là sur le village et les athlètes étaient tous au courant des mesures à tenir et en arrivant et sur les différents sites, le village. Donc on n'a pas eu trop besoin de leur dire ce qui se passait et ce qu'ils avaient à faire. La vie dans le village était vraiment une vie classique, sauf qu'on avait le masque à 100% du temps. Athlètes, entraîneurs, officiels également doivent se plier aux règles, mais aussi les médias. Plusieurs procédures leur sont demandées, comme réserver leur présence via une plateforme dédiée pour assister aux compétitions, avec le risque que l'accès leur soit refusé. Un test salivaire est également requis pour ceux qui sont en contact avec les sportifs dès les 3 premiers jours de leur arrivée, puis tous les 4 jours. Impossible pour nous également de nous balader dans les rues de Tokyo. Nos déplacements sont limités si nous n'avons pas observé les 14 jours de quarantaine. Seules 15 petites minutes sont autorisées pour nos sorties privées. Mais la ferveur, les performances des athlètes font vite oublier les restrictions car les jeux demeurent des jeux et cela reste palpitant à suivre. Des Jeux Olympiques, on passe au foot. Julia, l'AS Monaco affronte le Sparta Prague lors du 3e tour préliminaire aller de la Ligue des Champions. 3 ans et demi après sa dernière participation, l'AS Monaco est enfin de retour en Coupe d'Europe. Niko Kovac et ses hommes se rendront ce mardi à 19 h sur le terrain du Sparta Prague avant le match retour une semaine plus tard au stade Louis II. L'adversaire des Rouges et Blancs est le club le plus populaire de son pays. C'est vrai Fabien, l'AS Monaco va affronter un monument d'Europe de l'Est. Fondé en 1893, le Sparta Prague est le club le plus populaire de République tchèque et donc de Prague. Présent dans son mythique stade Letna depuis 1917, le Sparta y a connu ses plus grands succès avec 20 titres de champion de Tchécoslovaquie et 12 de République tchèque, ainsi qu'une demi-finale de Coupe des Coupes en 1973. C'est le plus gros palmarès du pays. C'est peut-être le club le plus populaire de République tchèque. En revanche, Monaco a une vraie carte à jouer. Et d'ailleurs, ce matin, l'AS Monaco a officialisé la venue d'un nouveau gardien. Il s'agit de Alexander Nöbel. Le jeune portier a rejoint il y a un mois le Rocher sous la forme d'un prêt de 2 ans. Doublure de Manuel Neuer après avoir été sous les feux des projecteurs de Schalke 04. L'Allemand veut à nouveau briller. À 24 ans, il se montre excellent au pied et sur sa ligne. Le néo-monégasque n'a en tout cas pas choisi les Rouges et Blancs par hasard. I choose Monaco because it's a good opportunity for me. It's a big club, new training center. The facilities are great, and yes, I want to one day. That was my what I wanted to do is to go to another league, another country, and maybe it's a bit earlier than I thought. But it's very good in my days. I can learn the new language, and that's another point to choose or to go to Monaco. C'est la 2e recrue de l'AS Monaco après Alexander Nöbel, prêté pour 2 saisons par le Bayern Munich. C'est au tour d'Ismaël Jacobs de garnir l'effectif monégasque, Julia. Arrivé en provenance du FC Cologne, il a disputé 2 saisons avec les professionnels pour un total de 47 matchs, 4 buts et 4 passes décisives à son compteur. Polyvalent, le jeune joueur de 21 ans peut évoluer aussi bien comme latéral gauche qu'ailier gauche, son poste d'ailleurs de formation. Il a été présenté ce matin face à la presse et il était déjà focalisé, vous allez voir, sur le match qui attend son équipe dès demain. Yeah, first of all, like the coach said, we have the chance now this month to finish the last season. We have the chance to qualify it for the Champions League. I don't think we get a lot of pressure because, they made already a great job last season to qualify for European Cup. So
yeah, I'm just excited for tomorrow. L'AS Monaco a aussi annoncé le transfert d'Henri Onyekuru à l'Olympiakos. L'ailier international nigérian de 24 ans était arrivé en 2019 à l'AS Monaco et a officié à 8 reprises pour les Rouges et Blancs. Le Grand Prix de Hongrie qui s'est déroulé ce week-end ne sera pas un des meilleurs souvenirs pour Charles Leclerc. Une chose est sûre, Fabien, le début de ce Grand Prix a été chaotique avec un carambolage d'entrée qui a impliqué plusieurs F1, dont la Ferrari de Charles Leclerc. Il était, je vous le rappelle, parti en 7e position sur la grille. Le Monégasque a été percuté par Stroll qui a voulu prendre l'intérieur au premier virage. Un résultat décevant pour Charles Leclerc qui restait pourtant sur une 2e place au Grand Prix de Grande-Bretagne. Son frère Arthur Leclerc termine lui 2e à Budapest en F3. Parti en pole, Arthur Leclerc a longtemps résisté à son équipier, le Norvégien Denis Auger, avant de se faire déborder. Le Monégasque termine 2e, soit son meilleur résultat en F3. Félicitations à lui. Pour la 51e édition du Théâtre du Fort-Antoine, il y a encore 2 spectacles à découvrir. Du 29 juin au 6 août, le Fort-Antoine vous a accueilli pour une programmation pluridisciplinaire. Et ce mardi 3 août, à 21h30, vous pourrez découvrir la pièce de théâtre Stallone. Il s'agit de l'histoire de Lise, 25 ans, secrétaire médicale. Un soir après la projection du film Rocky III, sa vie bascule. Ce film lui fait en fait l'effet d'une bombe. L'acteur Sylvester Stallone deviendra alors son mentor imaginaire tout au long de sa vie. Il reste des places pour les stages de tennis du Monte Carlo Country Club. Oui, et vos enfants pourront profiter tout l'été des stages tennis et piscine. Pour cela, il faut avoir entre 4 et 14 ans. Les stages se déroulent du lundi au vendredi de 9h à midi et ce jusqu'au 27 août. Le tarif par semaine est de 180 € pour les membres et de 200 € pour les non-membres. Les inscriptions sont limitées à 30 enfants par semaine. Dépêchez-vous donc de réserver les dernières places, Fabien. Le Tennis Europe Junior Masters se tiendra d'ailleurs au Monte Carlo Country Club du 13 au 15 octobre, Julia. Ce Master est un événement majeur de fin de saison. Il invite une élite de joueurs composée des 8 meilleurs garçons et filles des catégories de moins de 14 ans et 16 ans du Tennis Europe Junior Tour. L'occasion de découvrir, Fabien, peut-être les futures pépites du tennis européen. En effet, parmi les anciens vainqueurs du tournoi, on retrouve des superstars comme Rafael Nadal. Rendez-vous donc du 13 au 15 octobre prochain au Monte Carlo Country Club. Direction à présent le quai Albert Ier pour un retour sur le week-end qui vient d'avoir lieu. L'agenda proposé aux Monégasques, résidents mais aussi touristes de passage, était chargé, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage. Dribbler, tirer, faire des lay-ups et tout, j'aime bien le basket juste comme ça. Autant dire que le jeune Cengiz est servi, car le basket est à l'honneur dans le cadre des animations de la mairie. Une structure gonflable est proposée aux jeunes enfants et ce terrain 3x3 est aussi utilisé pour faire découvrir l'activité. Cerise sur le gâteau, ce tournoi international organisé en ce dernier jour du mois de juillet. Alors ce tournoi est organisé conjointement avec l'AS Monaco, French Riviera et la Fédération monégasque de basket. C'est un tournoi qui rassemble les meilleures équipes des Alpes-Maritimes, de la PACA. Et on a 2 équipes suisses, une équipe de Lyon, qui sont venues en découdre et ce tournoi est qualificatif pour un tournoi challenger de la Fédération internationale de basket. Ça met de l'animation sur le quai, donc ça met un peu de vie dans la ville. Donc le 3x3 c'est très ludique, il y a un DJ, il y a de la musique, il y a des écrans géants, il y a des animations, il y a des danseurs, donc ça fait un peu partie de la culture urbaine et c'est très bien pour Monaco. Autre sport un peu plus loin, le kart. Tous les jours jusqu'au 28 août, 2 circuits adaptés, un pour les enfants, un pour les grands et les adultes. Et le constat est sans appel. Des fois quand je tournais, j'arrêtais pas de faire des tours et c'était drôle parce que des fois je fonçais dans les murs. Quand j'essayais de doubler des gens, j'arrêtais pas de foncer dans les murs parce que c'était presque très dur de doubler les gens. La mairie a cette mission d'animation de la ville et dans ce sens, donc, nous faisons chaque année, nous essayons de dynamiser le quai par donc, diverses animations pour tous les âges, autant que faire se peut. Donc nous avons cette année le carrousel derrière moi, donc, qui est une animation qui plaît toujours aux tout petits, bien entendu. Nous faisons un clin d'œil sur l'exposition qui est organisée chaque année sur ces sculptures de Giacometti. Voilà, donc c'est un petit peu l'espace de ce quai avec des surfaces ombragées pour permettre un petit peu à tout le public de pouvoir avoir un divertissement en période estivale. Un peu plus tard, ils étaient attendus, ils ont eu lieu et en ont mis plein les yeux. Dès 22h, les badauds se sont arrêtés net pour regarder le ciel.
Et rendez-vous ce samedi 21h30 pour un nouveau tir de feux d'artifice. Ce dimanche a eu lieu l'avant-dernier concert dans la cour d'honneur du Palais Princier. Le vent est venu s'inviter dans ce spectacle sans gêner les musiciens et le public. Et le hasard a voulu que la première œuvre au programme était How Slow the Wind ou Comment ralentir le vent. Reportage de José Sacré. Pour les 2 derniers concerts dans la cour d'honneur du Palais Princier, les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo retrouvent leur directeur artistique et musical, Kazuki Yamada. Dimanche 1er août, en ouverture du concert, ils ont interprété sous sa direction How Slow the Wind, une pièce composée en 1991 par le musicien japonais Toru Takemitsu. Takemitsu music includes many culture meaning of Japan, not only culture, with nature, the culture and the smell of Japan or traditional feeling of Japan. And probably the audience can feel something, the special nature feeling from the music. I hope so. And I wanted to introduce this piece for Monaco people. So can be worked, I hope so. Après la symphonie numéro 8, dite inachevée de Schubert, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Kazuki Yamada, a interprété le concerto pour violon de Jean Sibelius avec en soliste Sergueï Khachatryan. He will give us such a fantastic music, unbelievable. It's incredible. Some kind of the miracle, I think so. Vous avez peut-être vu plusieurs caméras dans ce reportage. Sachez que ce concert a été enregistré pour être diffusé prochainement sur des chaînes européennes spécialisées. Un point sur la météo de ce mardi avec vous, Julia. Le temps se rafraîchit, Fabien. Les températures pour ce mardi 3 août iront de 19 à 27 degrés. De la douceur donc au programme avec quelques passages nuageux tout au long de la journée. Le soleil se couchera à 20h53. Et oui, les jours raccourcissent. Demain, pensez à souhaiter une très belle fête au Lydie. C'est noté. Après 20 mois d'abstinence même, c'était le retour des feux d'artifice. Cela mérite bien que l'on consacre cette fin de journal à ce spectacle pyromélodique. Ce sont les photos du jour signées Michael Alési. Et d'ailleurs, le prochain et dernier feu de cet été sera donné, on l'a dit, ce samedi 7 août à 21h30. On se retrouve demain, 19h. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. Au revoir.